Bon, j'ai un peu donné des nouvelles. Bon, c'est parce qu'il y a pas mal de gens qui m'ont déjà envoyé des mails ou bien dans les commentaires de vidéos, des nouvelles sur la méthode de culture associée Gertrude Frank. J'en ai parlé largement l'année passée en janvier, février, mars et avril. Donc, je ne vais pas tout réexpliquer ici parce que bon, je crois qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont suivi ça. Bon, à la limite, allez voir ou écouter le cours. Et alors, il y a aussi des gens des Hauts-de-France qui ont fait des beaux résumés, imagés et tout. Vous savez télécharger, c'est en PDF, donc vous savez imprimer, regarder tout ça. J'ai un peu expliqué tout ça en détail. Donc, je vais simplement réexpliquer quelques principes de cette méthode, donc culture associée. Donc, jamais de sol nu. Je crois que tout le monde commence à comprendre ça. Alors, favoriser l'association des plantes, c'est la base aussi de cette expérimentation faite par Gertrude Frank. Que les plantes, c'est l'humain qui a créé la monoculture. Dans la nature, en général, il y a toujours un mélange de plantes. Et elle a constaté que les plantes s'entraidaient. Juste quelques-unes qui ne s'entendent pas. C'est un peu comme chez les humains, ça arrive aussi. Travail minimum du sol. Moi, j'ai commencé à refaire ici cette année. Ah ben, souvent, un simple griffage du sol en surface sur, je vais dire 10 cm au maximum, c'est suffisant. Donc, moi, je n'aime même pas repasser la grelinette. Parce que souvent, on dit, tiens, ouais, on ne bouleverse pas l'équilibre du sol. Ouais, je trouve que c'est vraiment pas nécessaire parce que, avec cette technique, on enrichit son sol, on l'ameublit, et ce n'est plus nécessaire d'aller en profondeur pour l'ameublir. Pour un débutant qui a que de l'argile, il faudra quand même. Hein. Ouais, ah, ben, voilà. Ah, oui, c'est ça. Mais voilà. Et lorsqu'on fera du compost de surface, donc c'est aussi une des caractéristiques de cette méthode, ah ben, le sol, ça devient plus souple et c'est plus utile et c'est même néfaste parce que lorsqu'on retourne, ben, on met l'argile au-dessus. Ouais, on ramène la terre moins bonne au-dessus et en plus on ramène des graines de, entre parenthèses, mauvaises herbes au-dessus aussi. Il ne faut pas oublier que les graines restent toujours en attente des conditions pour pousser. Donc chaleur, lumière, humidité. Sinon pas ça, ben voilà, elles restent en dormance. Le fait de bouleverser, qu'on retourne, ouais, c'est vrai qu'en passant motoculteur, ça va plus vite. Mais vous allez avoir beaucoup plus de mauvaises herbes que si vous faites que des griffages du sol. Ça, c'est un truc que j'ai constaté. Alors, utiliser les plantes engrais et couvre-sol. Donc, au printemps, ici, c'est les épinards, mais alors, si on a eu l'occasion de le faire, on aura pu semer du trèfle, la moutarde aussi. La verse. Oui, il y a plein de couvre-sols qui peuvent être, donc même avant l'hiver, on garde le couvre-sol et on fauche quand ça gêne. Donc c'est simplement une question de gestion de ces cultures. Donc un couvre-sol, c'est mieux qu'un sol nu. Parce que, bon, on se dit parfois, oui, mais ça va prendre de la puissance au détriment des légumes. Mais non, vous fauchez et vous le remettez sur place. Donc ça redevient nourriture. Donc un sol qui est vivant et qui travaille et que les racines émettent des sécrétions, tout ça c'est favorable à la vie du sol. Et moi j'ai constaté que c'est vraiment vrai ce qu'elle raconte et que voilà qu'on a une meilleure vie dans le sol traité de cette façon-là. Donc de ce fait on utilise beaucoup moins d'intrants fertilisants. Donc il faut faire beaucoup moins appel à des engrais extérieurs. Au début, c'est encore nécessaire. Pour certaines plantes gourmandes, on peut encore en apporter. Mais tout ce qu'on ramène soi-même,
ce qui pousse dans le jardin et qu'on pose en surface, ça devient engrais. Toutes les adventices qu'on enlève soit par fauchage ou par binage, on relaisse sur place. Quand c'est pas en graines, hein. Oui, justement, mais ça c'est une question de gestion, c'est de faucher à temps et de le ramener au même endroit. Donc toutes les tons de coupe et défrichages qui sont faits dans les autres endroits du jardin peuvent être ramenés à cet endroit-là. Donc ça sert de paillage. Le compostage en surface entre les rangs de légumes se fait tout au long de la belle saison. Donc ça veut dire que en couvrant, on aura moins d'adventices, on aura moins d'évaporation, on va garder l'humidité, on va nourrir son sol en même temps. Donc c'est tout bénéfice. Alors ça c'est un peu la technique spécifique de Gertrude Frank, c'est les légumes sont répartis en fonction de leur taille, donc de leur hauteur et de leur durée d'occupation du sol. Ça, je vais peut-être vous renvoyer vers ce qu'on a dit l'année passée. Donc on a des rangées A, B et C, qu'on peut donner des couleurs, parce qu'on va repérer ça sur le terrain avec des petits bâtons, des petits bouchons, enfin, peu importe. Donc, en gros, les cultures A, c'est les cultures qui viennent plus hautes et qui occupent le terrain toute l'année. Les cultures B, c'est des cultures moins hautes et qui n'occupent le terrain qu'une demi-année, soit en début d'année, soit en deuxième, donc à partir de juillet jusqu'à l'hiver. Et les cultures C qui viennent encore entre deux, ce sont vraiment des cultures courtes qui prennent peu de développement, qui poussent très vite. Je pense aux salades, ça peut être des laitues, des oignons, enfin des choses petites. Et tout ça c'est réparti harmonieusement pour qu'on ne met pas toutes les cultures A qui viennent hautes à un endroit. Et voilà, c'est vraiment réparti et les autres rangées viennent entre deux. Donc, je vous renvoie vers ce qui a été bien expliqué, je pense, début de l'année passée. Alors bon, un petit peu un bilan de ce qu'on a vu là-bas au jardin d'Albec, donc sur une surface de 150 mètres carrés. Donc c'était notre première année, une année d'apprentissage aussi. On apprend aussi un peu à maîtriser les avantages de cette méthode. Donc tout ça, c'est bon, on apprend aussi, on observe. Voilà, quelques observations, constatations que j'ai pu faire en 2023. Donc malgré la saison très chaude, sèche en 2023, on a trouvé que le sol a gardé longtemps son humidité à cause de ces pratiques que je viens d'expliquer. Alors, l'association chou plus céleri, donc céleri âgé aux côtes, ont été bénéfiques pour la protection des choux. Donc j'ai trouvé que, voilà, parce qu'il y a l'odeur du céleri qui éloigne la pierrerie du chou. Et je trouve que ça pousse très bien ensemble. Et ça, je vais un peu expliquer comment on a disposé ça. Alors, Gertrude Frank avait préconisé une distance de 50 cm entre deux rangées de cultures. Nous, on a trouvé que c'était peu dès le départ et on est passé à 70 cm. On trouvait que c'était plus aisé à circuler entre les rangées et pour faire des zones d'entreculture et de zones de compostage de surface. Donc ça avait été décidé dès le départ, donc, et on ne regrette pas l'avoir fait. Mais au lieu d'utiliser qu'une rangée de semis, comme Gertrude Frank le faisait, nous très souvent on utilise la méthode de double rangée, donc deux rangées assez serrées les unes contre les autres,
et puis un espace libre avant d'avoir à 70 cm les autres rangées. Donc ça permet d'avoir une double rangée. Donc par exemple pour les oignons, ail, échalotes, on fait une petite butte. Donc on met le cordeau au milieu, on met une petite butte de 25-30 cm de large sur 5-6 cm de hauteur. Et là-dessus, on vient planter les oignons ou échalotes de chaque côté en quinconce. Donc c'est chaque fois décalé. Et ça permet d'avoir, au lieu d'avoir une seule rangée, on a comme une double rangée, mais décalée. Donc c'est en quinconce. On travaille beaucoup avec la façon quinconce. Donc c'est un gain de place et il n'y a aucune gêne pour les plantes non plus. Et pour les choux, on a fait pareil. Donc les choux, c'est aussi cordeau au milieu, double rangée. Et là, entre chaque chou, on a mis 70 cm. Bon, 70 cm comme ça. Et ensuite, de l'autre côté du cordeau, donc peut-être à 10 cm, l'autre côté, en quinconce, 35, voilà, on a mis chaque fois. Bon, on a comme une double rangée et décalée. Par la suite, on vient repiquer un plant de céleri entre ces 70 cm, donc de chaque côté. Donc on a vraiment un mélange entre choux et céleri. C'est les choux qui prennent le plus de place. Souvent le céleri, j'utilise beaucoup le céleri à jet, donc à couper. Et celui-ci, il pousse quand même, malgré qu'il a un peu d'ombre des feuilles de chou. Tu dis le céleri à jet. À couper. Le céleri à couper. Le céleri vert, alors. Il y a le céleri à côte, Oui. vert, doré, qui fait des côtes. Le céleri à jet, c'est celui qu'on coupe, qui fait de multiples petites tiges, qui est le plus parfumé pour les potages. Et là, il est beaucoup plus facile, celui-là. Il est moins dérangé par le voisinage d'un autre légume, j'ai constaté. Je crois qu'on pourrait le faire aussi avec le céleri rave, au risque peut-être que le rave serait peut-être moins important à cause de la concurrence du chou. De toute façon, tous les deux, on faisait beaucoup d'eau. Oui, mais on peut le faire. Je pense que bon, moi, l'année passée, j'ai mis des céleri raves à part. Mais ouais, je pense qu'on pourrait le faire aussi entre les choux. Parce qu'ils ont quand même 70-70 cm. Puis il y a l'autre chou qui vient. C'est un petit peu peut-être à casser les feuilles pour voir que tout pousse harmonieusement et ne soit pas gêné par son voisin. Donc ici, voilà, un peu nos choux, voilà, choux blancs, et choux rouges, choux verts, et mélangés avec des plants de céleri. Voilà, ça a l'air d'être pas mal. Bon, malgré qu'il a fait chaud, bon, on a eu de la pluie quand même, hein, c'est vrai. Et voilà, ça se développe bien. Donc, on fait ça pour les bulbes et alors pour les choux. Je trouve que c'est vraiment un truc qui va très bien. Et on a récolté de beaux choux aussi, malgré les fortes chaleurs. Donc, les choux sont élevés en alvéoles, puis en godets. Donc, comme ici, hier, j'ai déjà été repiquer des choux, comme ça, de cette façon-là, en quinconce. J'ai mis des grillages au-dessus parce qu'on a pas mal de pigeons ramiers. Et après, je viendrai mettre les céleris entre deux. Alors, autre chose qu'on a constaté, que les épinards semés au printemps, le problème c'est de trouver le bon créneau pour pouvoir les semer. Donc, on a les lignes de culture Albec, 70 cm, à 35 cm au printemps, on vient semer des épinards partout. Toutes les lignes entre les cultures. Donc, elles aussi seront à chaque fois à 70 cm. Et entre deux viennent les autres cultures. Donc ça, c'est un peu le problème au printemps.
Bon, cette année, surtout, avec la pluie qui n'a pas arrêté. Mais bon, j'ai quand même arrivé à ensemencer la moitié de la parcelle. Donc j'ai encore une autre moitié de parcelle à faire. Donc ça, c'est un peu un problème. Mais souvent, je trouve qu'en février, fin février, on a parfois un créneau d'une semaine où on arrive à tout faire. Moi, sur les 150 mètres carrés, le semis d'épinards, je le fais en général sur 2 avant midi. J'arrive à tout faire. Donc, et alors, bon, je sème les épinards avec un semoir à roulettes. Donc on met les graines dedans, on sait écarter il y a des trous là, d'espace, et hop, on fait le sillon, on passe, et on referme, donc ça va très vite. Donc il n'y a pas besoin de... Et alors ils sont plus ou moins à bonne distance. Hein. Je repasse peut-être plusieurs fois, je regarde s'il y a suffisamment de graines, et j'ai vu hier que ça commençait déjà à lever. Donc, voilà. Depuis février? Non, cette année, ça a été plus tard. C'était en mars. C'était en mars. Parce que il y a vraiment plus de temps, ça n'a pas... Mais alors, l'avantage, c'est que l'épinard, il lève même quand les températures sont fraîches. Donc il vaut mieux semer tôt que plus tard. Pourquoi? Parce qu'après, les épinards montent assez vite à graines. Donc, justement, l'année passée, on a pu en manger, et puis on a laissé comme engrais. Et je les ai même laissés monter à graines, et puis j'ai fauché, et j'ai tout laissé sur place. Donc, toujours entre les autres cultures qui ont été semées par la suite. Donc, ça a été une couverture de sol assez abondante, puisque les feuilles, enfin les tiges étaient déjà grandes, ils étaient même à graines. Et par la suite, j'ai eu un semis spontané de petites plantules d'épinards. C'était en plein été, bien sûr. Ça a fait une couverture, ça n'a pas gêné, c'est mis une couverture qu'un sol nu. Et ensuite, très vite, ils ont monté à graines. Pourquoi? Parce qu'il a fait très chaud. Donc, bon, le but, c'était plus de les consommer, mais d'avoir cette couverture végétale entre nos autres cultures. Et je crois que ça va protéger pas mal les cultures principales. Alors, autre chose qu'on a remarqué, c'était les semis spontanés d'amarante. Vous savez, les queues de renard. Ouais. Hein. Donc, quand c'est mangé jeune, les feuilles peuvent être mangées en épinards. Et ça, c'était des cultures qui étaient là les années d'avant et qu'on laisse les tresses là de graines. C'est couché là-bas sur le sol en hiver. Et après, ça regerme, mais que lorsqu'il fait chaud. Donc, au printemps, il ne lève pas. Donc, ça ne gêne pas. Mais ça lève quand il commence à faire chaud. Donc, comme maintenant, j'ai encore vu aucune graine d'amarante qui a levé. Et ces plantes-là, ça vient assez haut. Ça vient quand même 50. Et ça fait des grosses tiges. Donc, il faut faire un tri. Hein, il faut un peu éliminer ceux qu'on ne veut pas garder. On garde quelques plantes qui viennent assez hautes. Les tiges sont assez élancées. Le bas, il n'y a pas beaucoup de feuilles. Donc ça fait une mi-ombre pour les autres cultures qui sont à côté. Entre autres pour les choux. Donc ça n'a pas du tout gêné les choux. Ça fait une mi-ombre. Et je trouvais que ça gardait l'humidité. Je pense que c'est aussi un peu à cause de ça que les choux ont continué à pousser malgré qu'il faisait chaud et sec. Bon. Ici encore quelques beaux choux rouges. Voilà, ils sont aussi un peu passés en mi-ombre. Voilà, encore ici. Voilà, ici aussi, voilà, ça pousse. Donc en fin de saison, je l'ai dit, les amarantes sont simplement fauchées
et on pose au sol. Et tout l'hiver, ça fait quand même des grosses tiges, hein, c'est un peu comme des cannes de maïs, là, dans ce style-là. Donc ça fait une couverture et ça ne gêne pas. Alors, plantation du maïs doux. Donc là aussi, on a élevé en godet. Et on a mis aussi la double rangée. Donc, cordon au milieu, de chaque côté des poquets de maïs. Et entre deux, on a semé des haricots nains. Donc, mi-ombre, grâce au maïs qui pousse, ils produisent, le maïs crée de l'ombre, et je trouve que les haricots donnent beaucoup plus, surtout quand il fait chaud. Parce que quand il fait très chaud, le haricot il passe vite et devient, voilà, il fait mûrir ses graines. Et je trouve que la production était meilleure à cause de ça. Donc du maïs, il y avait un peu les amarantes qui étaient encore un peu plus loin. Je pense que tout ça, ça a été bénéfique. Donc on peut voir que voilà, il y a quand même des plantes qui s'entraident. Et c'est parfois au niveau physique, ça peut être au niveau chimique, des sécrétions des plantes. Et je trouve que, allez, pour moi, c'est quand même bénéfique. Alors, on va quand même aussi parler des choses qui ont été moins bien, bon, soit à cause de nous, soit à cause de la météo. Bon, tout ce qui est semis de carottes et panais, bon, la météo a été très sèche et très vite. Là, c'était un inconvénient, c'est que l'amarante a poussé dans les semis de carottes et de panais, et on n'a pas été assez rapide pour isoler les semis de carottes et de panais. Ça, c'était un peu de notre faute, et aussi le fait qu'il a fait très sec à un moment donné. Le semis de carottes et panais n'a pas levé assez vite, et c'est les amarantes qui ont profité de l'occasion du fait qu'il commençait à faire chaud. Donc je pense que lorsqu'on sème bon, les carottes et les panais plutôt, donc j'en ai semé ici hier, ben voilà, en principe l'amarante ne lève pas encore, donc il y a moyen de s'en tirer avec ça. Si on sème plus tard, je pense qu'il faudra faire la technique du faux semis. Ah ouais. Semer, préparer comme si on... Et puis, dès que on voit l'amarante qui lève, c'est de repasser la binette et semer après, juste après. Voilà, ça c'est peut-être la façon de faire. Alors, le semis de moutarde, que j'avais aussi préconisé de faire entre les légumes, eh ben, ça n'a pas trop bien marché non plus. Pourquoi? Parce que les pigeons ramiers raffolent de ça au printemps. Donc ils viennent picorer, donc j'ai vu que ça levait. Et eux venaient manger au fur et à mesure. Donc, on n'a pas non plus assez de grillage pour tout couvrir. Bon, je pense un peu à toi, Ignace, que tu as investi dans des cages. Mais là-bas, ben voilà, on s'est rendu compte que... Bon, peut-être que en semant la moutarde un peu plus tard, que ça ira, parce que les pigeons, à un moment donné, quittent les jardins et vont dans les champs. Parce que les fermiers ont ensemencé. Donc ils vont s'alimenter là-bas. Et je constate qu'il y a moins de dégâts à partir d'un moment donné, une fois qu'il y a des choses à manger dans les champs. Voilà, donc peut-être que la moutarde, il faut semer un peu plus tard. Alors une chose qui n'a pas trop fonctionné non plus, c'était le contour fleuri des parcelles, de la parcelle potagère. Bon, ça c'est un peu par manque de temps, et voilà. C'est des plantes qui, donc fleurs, plantes condimentaires qui peuvent attirer des butineurs. Donc c'était important, c'était une des, comment je vais dire, de la façon de faire de Gertrude Frank. Elle trouvait que les butineurs apportaient beaucoup de richesse aussi aux plantes. Donc ça c'est quelque chose qu'on n'a pas bien maîtrisé non plus. Alors qu'est-ce que j'ai déjà fait ici? Maintenant, donc préparation des parcelles au début de saison, donc à la fin de l'hiver. Donc souvenez-vous, vous allez voir ça dans les détails de la méthode que j'ai expliquée l'année passée.
on met des repères sur le terrain. Donc les lignes A, B, C, mises avec des couleurs, donc rouge, vert, bleu. Tous ces repères qui ont été placés l'année passée, on les déplace de 25 cm dans la méthode Gertrude Frank. Nous, comme on travaille sur 70 cm au lieu de 50, on les décale de 35 cm. Ça veut dire que toutes les lignes de culture de l'année passée viennent à l'emplacement des interlignes où on a mis les engrais verts, semis d'épinards, moutarde, l'endroit où on a mis du compostage de surface. Donc c'est une zone qui a été enrichie. Donc c'est ces zones-là qui seront ensemencées par nos cultures principales. Les autres, donc les zones l'année passée qui étaient de culture, deviennent des interlignes, deviennent des zones où on plante, où on sème l'engrais vert, donc les épinards, par exemple, qui servent d'engrais vert. Donc, déplacement de ces repères, et ensuite on désherbe ce qui gêne à l'endroit où on va semer les interlignes. Donc, à la houe, la binette, simplement, s'il y a des touffes d'herbe, voilà, on les déracine et on les met sur les côtés. Donc, on libère simplement l'endroit où on va faire l'interligne. Donc, on n'évacue pas les déchets qui vont devenir engrais pour nous après. Donc, voilà, on sème, on ameublit. Donc, je passe la griffe si j'estime que c'est suffisant. Voilà, je fais mon sillon, je vais semer les épinards. Si ce n'est pas suffisant, l'année passée, j'ai fait ainsi, je trouvais que c'était un peu compact. Je passe à la houe, donc je passe la houe comme ça, pour ameublir sur 10 cm, sans retournement, simplement pour ameublir. On laisse une semaine comme ça, et puis on repasse la griffe, et tout s'émiette, et on arrive à semer nos lignes d'épinards. Donc la levée d'épinards se fait un petit peu en fonction de la météo, donc même quand c'est frais, voilà, ça n'a pas d'obstacle pour la germination. Comme ici j'ai repiqué mes choux, toutes les touffes d'herbe qui traînaient sur les côtés, je les ai mis déjà entre deux. Donc les touffes d'herbe, je les retourne avec les racines vers le haut, et je viens les installer comme ça, à la main, entre mes choux repiqué à 70 cm et je viens combler. Donc ça fait déjà engrais pour eux et ça ne va pas me gêner pour ensuite commencer à semer mes laitues, mes carottes, mes panais. Donc ça j'ai commencé aussi à semer maintenant entre ces lignes d'épinards qui commencent à lever. Le seul petit inconvénient, c'est qu'il faut faire pas mal de gymnastique pour venir. Il faut un peu combiner ces semis pour ne pas devoir piétiner les semis précédents. Ça, c'est un petit peu l'inconvénient. Mais je trouve qu'on a rassemblé tellement d'autres avantages que, bon, finalement, un peu de gymnastique, ça ne fait pas de tort non plus. Hein, on devient un peu plus habile. Heureusement que tu as fait 70 cm et pas 50. Oui, c'est un peu ça qui m'a fait... Parce que... il y a peut-être 20 ans, j'avais déjà un peu commencé cette méthode, puis j'avais abandonné. Et je trouvais que 50, c'était pas assez. Donc après, on avait passé à 60. Mais non, maintenant, on fait 70. Et je trouve que comme ça, pour nous, ça va bien. Et en étant sur la rangée là, 70 cm, c'est pas trop loin pour venir semer la rangée qui est plus loin. Et on recule chaque fois comme ça. Une rangée, je trouve que... Et ça veut dire que dans la double rangée, c'est les deux qui sont à 70 cm, ça fait bon. Oui, donc oui. Rangée d'épinards, c'est une rangée unique. Ça, c'est l'interligne. Mais les doubles rangées, bon, je ne fais pas ça pour tout, hein, mais pour ceux que j'ai expliqués, les choux, les oignons, enfin les bulbes, les haricots, je fais ça aussi. Maïs, je fais ça aussi. Comme ça, double rangée, et ça, c'est les cultures principales. Et entre deux, voilà, on a semé les épinards.
Si on n'a pas eu le temps de le faire, bon, je vais voir si j'ai encore le temps de le faire. Bon, c'est encore le moment de le faire. Autrement, je vais semer d'autres engrais entre deux. Donc dans les zones où les zones interdignes, entre les légumes. La facélie, par exemple, Ouais. tu auras des fleurs. On peut voir que la facélie, je pense qu'elle Elle vient va assez plus grande. longue et elle pourrait gêner. Mais le tout, c'est chaque fois gérer l'entreculture, enfin les plantes engrais. Il ne faut pas hésiter à couper. Ça ne doit jamais venir plus haut que la main. Donc pas hésiter à couper, ça va repousser après, hein. Mais ça reste végétal. Donc c'est végétalisé, c'est protégé contre les rayons du soleil et malgré donc on fauche et ça retourne au sol. Donc c'est pas, on n'épuise pas le sol en faisant ça, que du contraire. On rend la vie au sol. Et au plus de choses qui poussent, au plus qu'il y a d'activité dans le sol. Et c'est vers ça qu'on doit aller. Bien sûr, toute cette planification, il faut le faire sur papier, une fois pour toutes. Donc on fait une fois, voilà, on fait son plan, on désigne les cultures. Donc on fait en sorte que lorsqu'on décale les cultures, que par exemple on ne va pas remettre une crucifère à côté d'une crucifère. Donc il faut que, en décalant comme ça de 25 ou 35 cm, eh ben, sur 8 ans seulement, on va revenir sur un même légume. Donc quand on regarde une rangée A, quand on va la déplacer, donc en principe, elle sera, la prochaine rangée A, elle sera à 2 mètres, dans la méthode Gertrude Frank, eh ben, en déplaçant chaque fois de 25 cm, eh ben, il faudra 8 années avant qu'on revienne avec une culture A au départ. Voilà, donc c'est un peu ça le principe. Alors si le plan nous convient, on peut toujours modifier, dire tiens, bah oui, j'ai pas assez de carottes ou j'ai trop de carottes. Voilà, et en respectant les sortes de légumes, eh ben, d'une année à l'autre, c'est simplement redécaler sur 25 cm, chez nous 35, et comme ça, toujours fonctionner, toujours dans le même sens. Hein. Pas faire une fois comme ça, une fois comme ça. Hein. Donc toujours décaler dans le même sens. Et là, on a une rotation des cultures. Allez, le système est en route. On peut toujours modifier. Hein. Soit on n'aime plus les panais, ben on ne met plus de panais. Hein. Bon, on met les carottes, par exemple. Hein. Mais voilà, c'est comme ça que je trouve que... Voilà, ça c'est nos premières constatations sur une année. Voilà. Cette année, on va continuer à observer, voir et essayer de s'améliorer. Voilà les nouvelles de méthode de Gertrude Frank. Voilà. Merci beaucoup. On a repris le mois prochain, ou avant.